Troisième partie de cette émission, nous sommes toujours avec Adama Coulibaly, enseignant et président de l'APP, l'alternative patriotique panafricaine Burkindi, Sadio Morel Kanté, journaliste et préfacière, Dianzia Oris Armel Bonwoulou, politologue. Alors, depuis le début de cette émission, nous avons vu et parlé de toute cette agitation politique en République démocratique du Congo. On continue d'en parler dans le grand angle. Alors, une agitation politique autour de ces élections du 23 décembre en République démocratique du Congo. Beaucoup d'inquiétudes et de craintes, et on en oublierait presque les programmes des candidats qui se présentent notamment à cette présidentielle sous haute tension. Au total, ce sont 21 candidats qui tentent de convaincre, parmi lesquels ceux que l'on appelle les petits candidats qui essaient d'exister dans cette course vers le palais présidentiel. Mais quel programme défendent-ils? Gros plan dans ce reportage sur la candidature d'Alain Daniel Shekomba. C'est un reportage signé Jacques Amboka. C'est en termes d'engagement qu'il présente son projet de société pour les 5 prochaines années. 12 engagements qui constituent les grandes lignes de son action. Alain Daniel Shekomba est candidat indépendant à la présidentielle du 23 décembre. S'il est élu, 3 axes sont prioritaires pour ces candidats de 48 ans. La première priorité, c'est le contrôle de l'État, c'est-à-dire la stabilisation de la situation politique et militaire. La deuxième priorité, c'est l'audit général de l'État pour pouvoir évaluer qu'est-ce que nous avons comme ressources en termes de recettes. Et la troisième priorité, c'est le recensement général des Congolais. Parce qu'on ne peut pas bâtir un État si on ne contrôle pas les territoires. Candidat numéro 6 dans cette course pour le fauteuil présidentiel, il fait partie de ceux qui se sont battus sans succès contre la machine à voter. Il justifie son absence sur le terrain pendant les 3 premières semaines de campagne par la recherche de voies et moyens pour contourner les limites de la CENI. Et nous, on n'allait pas, justement, on s'est lancé en campagne sans avoir trouvé des solutions alternatives pour pouvoir contrer cette tricherie qui est déjà organisée. C'est pour ça qu'on a pris du temps à développer des applications comme Tinda PV qui vont permettre aux Congolais de pouvoir s'approprier les PV manuels. Candidat indépendant, Alain Daniel Shekomba n'a pas aligné des candidats à la députation nationale et provinciale. Il réfute ainsi la thèse selon laquelle, pour diriger, il faut avoir une majorité au Parlement. Il affirme que s'il est élu président de la République, tous les députés devront soutenir son projet de société. Voilà donc pour Alain Daniel Shekomba, Dianzia Oris Bonwoulou. On a finalement le sentiment que les enjeux en termes économiques, sur le plan politique aussi, institutionnel, on retrouve finalement ces enjeux-là du côté des candidats indépendants, des petits candidats comme on les appelle. Oui, je pense qu'au-delà de tous les discours qui sont liés seulement qu'aux tensions liées aux élections du 23 décembre, il est bien de parler aussi du programme des candidats. M. Shekomba, je rappelle, est un cas de haute technicité qui a fait ses études dans la plupart des grandes universités aux États-Unis, comme en Asie, qui sont des continents de technologie par excellence. Et je pense que c'est bien de faire la promotion déjà des jeunes cadres qui ont de bonnes visions pour leur pays. Par exemple, lorsque ce candidat parle notamment de ces 12 points, 12 points de campagne, je pense que ce sont des choses qui sont révolutionnaires, ce sont des choses à vraiment promouvoir et c'est vraiment très, très, très intéressant. Le premier point, lorsqu'il parle du changement, lorsqu'il parle de la modification des institutions du Congo, je pense que c'est déjà la première des choses auxquelles un candidat doit penser, vu que ce pays a été un pays instable depuis les indépendances. Et selon le candidat, ce système-là a toujours favorisé des individus, a toujours permis aux individus de s'accaparer du pouvoir. Donc déjà, c'est déjà une bonne solution pour l'avenir du Congo. Et le deuxième point que je peux mentionner aussi sur ce jeune candidat, c'est l'application qu'il a développée en vue de contourner
pour le problème de la machine à voter. Et je trouve que c'est le seul qui a vraiment donné une solution, la solution la plus concrète face au problème de la machine à voter, la solution la plus intelligente. C'est elle qui consiste à mettre en place une application appelée Tinda-PV, une application qui marche dans les téléphones portables et qui permettra à tout électeur de contrôler les différentes actions de vote afin de contrer la machine à voter. Et ça, c'est vraiment des actions à saluer. Et tant qu'il y a des jeunes cerveaux comme ça au Congo, je pense que c'est déjà un espoir pour l'avenir de ce pays. Adama Coulibaly, mais finalement, on le voit bien, des candidats, des indépendants qui peinent à exister dans cette campagne électorale. Comment l'expliquer finalement? Parce que je crois que tout simplement les Congolais ne sont pas dupes. Ils ont vraiment envie de changement au niveau des électeurs. Et je crois qu'ils savent très bien avec quel candidat potentiellement, ils sont en mesure de faire basculer les choses. Ça, il faut être réaliste. Et surtout dans un pays qui a traversé tout ce que nous savons. Et maintenant, quand on écoute ce jeune candidat, qui est tout à fait honorable, il a évoqué trois priorités. Et la première étant de la sécurisation du pays, enfin la sécurité, le climat, de guerre civile larvée depuis très longtemps. Sa deuxième priorité, c'était de faire un état des lieux des richesses du pays, d'audit général de l'État. Et sa troisième priorité, a-t-il dit, c'est de... Comment dirais-je le recensement, le recensement de la population. Ensuite, il dit, dans les commentaires du journaliste, si je suis élu, les législatives, ce n'est pas le plus important. Si je suis élu, les députés vont me soutenir. Bon, on voit bien que c'est un jeune. Et que c'est un jeune et qu'il a beaucoup d'enthousiasme, ce qui est vraiment, ça apporte de la fraîcheur dans cette violence ambiante. Ça c'est très intéressant. Ensuite, de manière très concrète, ça je souscris tout à fait à ça, il a quand même réfléchi sur comment faire, comment proposer une solution pour contrer au mieux justement la fraude massive qui se dessine. Maintenant, il y a une difficulté quand même. Comment les Congolais pourraient-ils s'approprier cet outil? Ensuite, est-ce que cet outil sera accepté par la CENI? Ensuite, ça pose des difficultés. C'est autre chose. C'est tout à fait honorable, mais il faut être réaliste. Et c'est bien qu'on ait des candidats qui aient des programmes et que la presse les médias puissent en faire en sorte qu'on les entende quand même un tout petit peu, plutôt que ce soit uniquement, exclusivement les candidats majeurs. Et je pense que même parmi les candidats majeurs, j'ai retenu tout à l'heure, effectivement, Félix Tshisekedi, ce n'est pas son papa. Donc il y a des surprises. Il pourrait y avoir des surprises, même avec des jeunes candidats, mais je crois que c'est les candidats qui sont les mieux outillés, les mieux organisés, et à travers des formations politiques, à travers des regroupements, qui sont en mesure de faire basculer la situation. Sadio Morel-Kanté, est-ce que ces candidats-là peuvent un petit peu bousculer le jeu politique ou ne serait-ce aussi qu'influer un petit peu dans le débat politique qui est inexistant? Je pense que médiatiquement, ils vont exister. Hein, parce que être jeune aujourd'hui est un grand handicap pour l'alternance en Afrique. Parce que généralement, on a vu des septagénaires jusqu'à des nonantenaires occupés. Pourquoi? Parce qu'ils acquièrent l'expérience du vol, l'expérience de l'enrichissement illicite, et parce que sans argent, on ne peut pas atteindre les cœurs de l'électorat africain, en tout cas difficilement. On a pu voir dans un reportage, je crois, sur une radio concurrente, une télé concurrente à la vôtre, où les affidés du candidat au pouvoir ont clairement annoncé qu'ils ont été payés pour être là. Sûr. Donc il y a cette corruption ambiante, et sur les 12 points qu'a prévu chez Cabo, mais c'est tellement noble, c'est tellement bien fait, bien pensé, mais est-ce qu'il y aura preneur? Combien de personnes comprennent la pertinence de ce qu'il est en train de proposer à ses compatriotes? Ça veut dire, même à son électorat, il est en train de dire qu'il n'y aura plus de corruption, que ça arrange combien d'Africains, combien de RDCiens, qui... et ce que j'ai noté, le bémol que j'ai noté dans son programme, c'est qu'il ne dit pas comment il va financer. La RDC a quand même une économie par terre. Donc j'aimerais qu'il soit moins idéaliste et qu'il explique un peu plus en profondeur. C'est, je ne dirais pas effet d'annonce, mais quand même un programme
idéaliste, sibyllin. Oui, alors, mais c'est quand même quelque chose qui est un véritable marqueur dans les différents programmes des 21 candidats en liste, c'est qu'on ne sait pas comment ils comptent financer leur chantier, finalement. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où l'économie est par terre. Mais je veux dire que je crois que c'est dommage que je doive, moi, africaine, parler de la communauté internationale qui va intervenir pour financer certains programmes, pour les rendre viables ou existants du moins, alors qu'on a l'Union africaine, alors qu'on a nos diasporas qui peuvent investir aussi. On a vu ces diasporas-là investir. Ils sont actionnaires, ils sont partenaires, ils ont investi dans la construction des écoles, ils vivent de ça, ils ont des plus-values sur ça. Donc ils peuvent reporter ça sur le système politique et pouvoir soutenir un candidat politiquement, financièrement, jusqu'au bout, pour pouvoir être vraiment une autre force qui compte jusqu'au bout. Mais bon, je crois qu'il y aura ce problème-là, c'est une économie par terre, le taux d'inflation est tel que tenir économiquement ce pays dénotera d'une gageure pas simple. Adama Coulibaly. Je pense qu'il faut un sursaut panafricaniste, j'en suis persuadé. Le plus important aujourd'hui, c'est quand même de faire en sorte que le système Kabila s'en aille et qu'il y ait une vraie alternance dans le pays. Ça, je pense que c'est. Alors, il faut aussi penser au 24 décembre. Mais bien sûr, oui. Bien sûr, bien sûr. J'espère que pour Noël, on aura autre chose que du sang et de la violence là-bas. Et en tout cas, je pense que ça, c'est le plus urgent, il me semble, le plus important, c'est qu'il y ait cette alternance. Et ensuite, je pense que s'il y a un nouveau pouvoir, eh bien, en ce moment-là, si ce pouvoir-là montre des signes de bonne volonté, d'une réelle volonté de transformer la situation dans le pays, je pense que ce pays-là, ce pouvoir pourra travailler en bonne intelligence avec l'Union africaine, je le souhaite, mais également avec tous les partenaires qui travaillent avec le Congo, parce qu'il ne faut pas oublier que le Congo, quand même, est un pays extrêmement riche, qui, s'il y a un pouvoir sérieux, visionnaire, il est tout à fait possible de parler un nouveau langage avec tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique et au Congo en particulier, un nouveau rapport et voilà, imposer de nouvelles manières de faire, un nouveau partenariat, parce que est-ce que les Congolais peuvent descendre plus bas que là où ils sont? Donc il faudrait peut-être expliquer à la population et se comporter de sorte à ce qu'on puisse quand même connaître un début d'amélioration des conditions de vie. Mais pour cela, il faut savoir négocier, il faut que le pouvoir soit stable, qu'il pacifie le pays et qu'on puisse arrêter cet esprit d'assistanat parce que nous sommes capables de négocier et de décider de notre avenir. Dianzia Horis Armel Bongoulou, alors je m'adresse tout spécialement aux politologues que vous êtes. On dit souvent, et aussi dans le cas de la République démocratique du Congo, que les personnalités supplantent finalement les programmes politiques. Est-ce que c'est un constat que vous faites ou alors on commence à avoir une population politisée qui commence aussi à s'intéresser un petit peu plus au programme, tout simplement? Ce que les candidats leur proposent pour les 5 prochaines années? Bon, effectivement, comme je le disais, je pense que c'est un peu partout sur le continent africain. Voilà, toutes les populations, tous les électorats sont conditionnés par la personnalité ou par le charisme des candidats. La plupart des sociétés africaines, des électeurs, ne regardent pas l'idée, mais voient surtout la personne. Raison pour laquelle même des personnes d'avenir comme ce jeune candidat, malheureusement, arrivent au mauvais moment, puisque nous sommes dans une situation où chacun a déjà ses électeurs déterminés, acquis et prêts à tout pour eux. Et je pense que c'est ça le problème de nos continents. Nous espérons que nous allons franchir un peu ces caps-là et arriver à un mouvement d'éveil citoyen où la population sera consciente à la fois de la situation de leur pays et voudront ensemble le changement. Voilà, je pense que c'est d'abord... Quand même, les Congolais connaissent la situation de leur pays. Voilà. Non, ça c'est le premier point déjà, ça c'est fréquent dans tous les pays africains, il n'y a pas d'éveil citoyen. Et le deuxième point que j'aimerais mentionner, c'est qu'il est un peu propre à la géopolitique même du Congo.
Le Congo, de par son histoire, et nous le savons, est dominé non pas seulement par les gouvernants, mais par certaines aussi multinationales, par certaines grandes puissances, puisque le Congo est un pays que nous savons très riche, et les causes souvent des déstabilisations sont exogènes, et je pense que tous ces facteurs aussi comptent. Tous ces facteurs comptent. Regardez un peu, le pays va aux élections alors qu'il n'est pas stable du tout, alors qu'il y a des mouvements rebelles qui occupent certaines parties du territoire. Moi, je pense que la solution serait d'abord qu'il y ait un sentiment de vouloir vivre collectif, il y ait un éveil citoyen, ce qui permettra vraiment à tous les pays africains de franchir vraiment ces caps. Dans ce cas, c'est vraiment très difficile dans la mesure où chaque candidat a déjà un impact considérable dans l'esprit de ses électeurs qui voient seulement que les moyens financiers, qui voient seulement que le charisme, qui voient seulement que la position du candidat. Et quand c'est comme ça, alors on peut quand même nuancer. Voilà, il faut vraiment, franchement, un dernier mot. C'est-à-dire, vous savez, je n'accepte pas de cautionner la médiocrité, les gestions médiocres des Africains. Nous avons un pays, l'Éthiopie, qui n'est pas brillant au point de vue politique, mais qui a compris, qui a saisi l'opportunité de la présence de l'Union africaine pour développer sa compagnie aérienne. C'est magnifique. L'Afrique du Sud a des biens aussi dans son sous-sol, qui contrôle. On dira qu'il y a eu des blancs après, mais les Africains devraient faire en sorte de prendre des bons exemples quand même. La citoyenneté, si elle existe en Afrique, elle existe en Afrique. J'ai connu une femme qui malheureusement est décédée aujourd'hui, Fatoumata Siré Diakité, qui donnait des actes de naissance aux enfants qui n'en avaient pas au Mali, qui s'est battue contre l'excision. C'est une façon de se battre et d'accompagner les pouvoirs en place de façon citoyenne. Il n'y avait pas de volonté de velléité politique derrière. Donc il y a autant d'exemples comme ça dans nos pays et la RDC est foisonnante d'initiatives pareilles. Vous allez voir, vous allez dans ce pays-là, vous verrez un pharmacien du coin qui fabrique dans son laboratoire des médicaments pour soulager nos fils que ce soit. Et il faut plutôt l'encourager. Les politiques sont là à tout ça casser à cause de la présence des multinationales qu'eux-mêmes pourraient représenter. Ça fait combien d'années que les multinationales sont là, que les conditions ne s'améliorent pas, au contraire, ça va dégradant, déchantant pour les populations, et qu'on ne laisse pas les jeunes, cette jeunesse, la jeunesse RDCN, elle est partout dans le monde en quête de savoir. Ils ont des bons mathématiciens, ils ont des bons politologues, ils sont bons dans tous les domaines parce qu'ils sont aussi nombreux. 80 millions, c'est pas petit. Donc même si on n'a que 0,1% de l'élite qui est bien formée, elle devrait pouvoir influer. Mais c'est quoi? C'est pas. Je pense pas que ce sont les citoyens qui empêchent l'émergence de l'élite, mais c'est plutôt les politiques qui veulent s'accaparer le pouvoir. Dénoncer finalement un système. Pour garder des hommes forts et non des institutions fortes. Merci. Pourquoi ne pas prôner le renouvellement générationnel des élites en Afrique? Merci à nos trois invités, Sadio Morel Kanté. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes journaliste et préfacière. Dianzia Oris Armel Bonhoulou, vous êtes politologue. Adama Koulibaly, je rappelle que vous êtes enseignant et président de l'APP, l'alternative patriotique et panafricaine Burkindi. Et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain mardi. Très bonne soirée. Merci.